Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce mardi, un hommage. La base navale nord de Saint-Louis est baptisée Amadine Fall, capitaine de vaisseau marin hors pair. Il a occupé plusieurs fonctions hiérarchiques. La Marine nationale lui exprime ainsi toute sa reconnaissance pour service rendu à la nation. Ouverture ce jeudi des concertations nationales de l'eau et de l'assainissement. Le ministre convie l'ensemble des acteurs autour des problématiques liées à la gestion, la distribution et le coût de l'eau au Sénégal. Cher Tidiane Dieye sera notre invité ce soir. Il va revenir sur ces questions tout à l'heure. Le Sénégal bat le Burundi sur le score de 2-0, doublé de Habib Diarra à la 34e minute. La base navale nord de Saint-Louis porte désormais le nom du capitaine de vaisseau Amadine Fall. Officier émérite, il a servi dans la Marine nationale et occupé de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire. La cérémonie a été présidée par le contre-amiral Abou Sen, chef d'état-major de la Marine nationale. Moussa Mané, notre reporter, y était aussi. Regardez. Le capitaine de vaisseau Amadine Fall, immortalisé par la Marine nationale. À travers cet acte, l'institution rend hommage à un de ses illustres marins qui a contribué à son rayonnement. Baptiser nos camps et nos bases de noms d'illustres et anciens chefs militaires est une expression indélébile de reconnaissance profonde et humiliable à l'égard d'hommes et de femmes qui ont servi notre pays à travers ce métier d'armes, fait de sacrifices et d'abnégation au profit de la nation. Incorporé le 1er septembre 1972, il a été formé à la prestigieuse école navale de Brest en France. Dans la Marine nationale sénégalaise, il a gravi plusieurs échelons. Il a aussi occupé diverses fonctions stratégiques. Brillant officier, il était titulaire de plusieurs diplômes. Il est décrit comme un papa exemplaire. En décidant de donner le nom de la nouvelle base navale sise à Saint-Louis à notre affectueux parent, les autorités militaires ne pouvaient mieux choisir pour immortaliser encore davantage l'œuvre de notre père. Créée depuis août 2020, la base navale nord est dans une phase de montée en puissance. Elle fait face aujourd'hui à des défis sécuritaires liés à l'exploitation du pétrole et du gaz en mer, mais aussi aux menaces multiformes le long du fleuve Sénégal et dans la Falémé. Dans un élan prospectif, la base navale nord agrandira ses capacités d'accueil par la création d'un port militaire ou fluvial et l'extension de sa superficie terrestre. Elle doit principalement agir le long du fleuve Sénégal pour prendre en charge les problématiques de défense et de sécurité liées à cette importante voie de communication qui pénètre à l'intérieur du continent. Pour un maillage fluvial adéquat, le commandement a créé la nouvelle station navale de Bakel. Par ailleurs, depuis sa création, la base navale nord a réalisé des performances énormes dans plusieurs domaines sécuritaires. Justement, Moussa Mané, pour renforcer la lutte contre la criminalité maritime, il est primordial de renforcer également l'accès à l'information. 24 stagiaires de 8 pays d'Afrique sont actuellement à Dakar dans le cadre d'une session de formation à l'issue de laquelle ils seront outillés pour mieux aborder les menaces en mer. Fatou Diouf. Pour anticiper, prévenir et lutter contre les criminalités en mer, il est primordial que les États partagent les informations maritimes. Une bonne coordination entre les institutions compétentes permet d'assurer la sécurité en mer. 24 stagiaires venant de 8 pays, Golfe de Guinée, Togo, Ghana, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal et Nigeria sont outillés sur les actions de l'État en mer. Le but de la formation est d'améliorer le partage d'informations, d'être capable d'aller chercher l'information là où elle est disponible, de l'exploiter, de la transmettre à tous ceux qui en ont besoin pour conduire des opérations en bonne coordination entre États. Le Sénégal est un bon élève dans le partage de l'information maritime. Un système d'information a été créé pour une meilleure exploitation des données avec les pays frontaliers. À terme, ce projet devrait permettre à l'ensemble des administrations de pouvoir accéder à l'information maritime et de pouvoir l'exploiter à bon escient, bien entendu, dans le cadre de leurs responsabilités. 2 semaines durant, ces 24 stagiaires vont apprendre avec Yaris comment identifier et gérer une situation de crise, collecter des preuves et programmer des opérations conjointes. Améliorer le système de partage des informations maritimes, c'est assurer la sécurité en haute mer.
Et je l'annonçais en titre ce jeudi, le ministère de l'eau et de l'assainissement organise les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Et pour en parler ce soir, nous recevons le ministre lui-même, Cheikh Tidiane Dièye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de lancer ces concertations nationales sur l'eau et l'assainissement? Bien, alors il s'agit déjà d'une activité normale qui se fait suite au lancement de ce nouveau référentiel qui a été présenté chez le président de la République. Et à la suite de cela, les ministères sectoriels doivent rentrer dans un processus de réflexion et de concertation avec les acteurs pour élaborer les lettres de politique sectorielle de leur ministère, pour coller à cette vision et à ce nouveau paradigme. Et nous avons décidé, nous, de tenir ces concertations du 21 au 23 la semaine à partir de jeudi à Kaolack parce que nous avons tenu à décentraliser, à sortir et à coller déjà dans l'approche pôle territoire qui sous-tend ce nouveau référentiel et de permettre à l'ensemble des acteurs du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement de se mettre ensemble, de discuter dans un espace ouvert et inclusif afin que chacun y apporte ses contributions, ses points de vue et contribue à l'élaboration de cette nouvelle politique. Puisque nous sommes conscients du fait que le temps où on pouvait s'enfermer dans un ministère et élaborer une politique publique, ou que les politiques pouvaient être du haut vers le bas, top-down, ça c'est révolu. Ce que nous avons voulu faire, c'est décloisonner les espaces, permettre à l'ensemble de ces acteurs de venir discuter pendant plusieurs jours. Que ça soit des concertations inclusives. Inclusives et participatives, pour que chacun, parce qu'on parle de l'eau, et dans le nouveau paradigme qui gouverne les politiques publiques, l'eau va être au centre de l'ensemble quasiment des départements sectoriels. C'est pourquoi nous avons développé d'ailleurs une approche Nexus, c'est de faire en sorte que l'eau soit le moteur pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la santé, pour l'éducation et pour le reste. Et donc, pour pouvoir parler de cela et mettre en place la politique, tous les acteurs doivent pouvoir venir dire leurs mots. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons commencé ce travail dans un processus par le bas. Et l'ensemble des 14 régions ont déjà tenu des concertations régionales qui avaient impliqué tous les acteurs autour des structures de l'État. Nous sommes montés à peu près un peu plus en haut, ici à Dakar, au niveau même de notre ministère. Nous avons aussi tenu des concertations puisque nous avons compris que pour que le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement puisse tenir et mettre en œuvre la politique sectorielle hydraulique, il faut que l'ensemble des acteurs du ministère soient aussi des parties prenantes. Nous avons donc écouté tout le monde, y compris même les techniciens de surface, les agents qui s'occupent du courrier, les chauffeurs. Chacun a participé à son niveau à l'élaboration de cette nouvelle politique pour qu'on comprenne qu'une affaire d'eau et d'assainissement, c'est l'affaire de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est ça. On va rester un petit peu sur le choix de Kaolack. Si on choisit Kaolack, justement, ça répond sans doute, peut-être, à des particularités de cette région. Oui, je disais déjà qu'il fallait coller à la nouvelle vision de décentralisation, sortir un peu de Dakar quelquefois, aller dans l'approche pôle-territoire, parce que le Kaolack est dans le pôle centre, mais il y a aussi une autre dimension. Toute la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement va désormais être sous-tendue par une approche basée sur l'équité, sur la justice sociale, sur l'égalité de traitement de tous les Sénégalais dans l'accès à ces ressources stratégiques et vitales. Et Kaolack, parce qu'on sait que le centre du pays, Kaolack en particulier, il y a un problème sanitaire lié à la qualité de l'eau avec le fluor qui fait que lorsque un Sénégalais naît dans cette zone, il y a cette marque quasi indélébile au niveau des dents. Et nous nous sommes dit qu'en fait, un pays normal, sérieux, un gouvernement responsable devrait quand même faire tout ce qu'il peut pour effacer cette sorte d'injustice et faire en sorte que l'ensemble de sa population puisse avoir accès à une eau de qualité et en quantité et à bas coût. Et c'est pour cette raison qu'en allant faire ces concertations à Kaolack, c'est déjà un signe d'engagement de notre volonté de faire en sorte que l'accès à l'eau soit un accès équitable et que tout le monde puisse accéder à une eau de qualité. Et d'ailleurs, sur une bonne partie des projets que nous allons lancer prochainement, vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau et des grands transferts. Eh bien, il y a aussi de très grands transferts dans cette zone du bassin arachidier qui fournira une eau de qualité à Kaolack, à Kaffrine, à Fatick, Diourbel, Gossas. Toute cette zone sera dans les prochaines années aussi alimentée en eau potable. Et Kaolack, donc, c'est pour nous un exemple parlant. En assainissement aussi, on le sait, Kaolack rencontre beaucoup de difficultés. C'est le cas de beaucoup d'autres régions du pays parce que nous avons malheureusement trouvé un pays où ces questions cruciales n'avaient pas encore été résolues. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre cela à bras le corps et que dans les toutes prochaines années, qu'on puisse faire vraiment des pas de géant
en termes de rattrapage en matière d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'on peut espérer aussi dans les prochaines années une réduction des disparités qui existent entre les différentes localités du Sénégal? Vous avez tout à l'heure parlé de gestion de l'eau, d'accès à l'eau potable, mais il y a également le coût. L'eau coûte cher quand même. Tout à fait. Il y a cette dimension du coût, mais déjà l'accès. J'ai sillonné un peu le pays ces derniers mois et j'ai toujours partout été frappé par le manque criard d'eau, partout dans le pays. Et il y a des lieux où ça vous touche personnellement quand vous rencontrez cela. Tout récemment, j'ai été dans le Médina Yoro Fula, lorsque j'ai rencontré des communautés, des leaders. Un imam m'a pris la main en me disant s'il y avait quelqu'un qui pouvait être l'homme le plus important de ce pays pour moi, ce serait vous, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, parce que nous avons soif dans notre communauté. Nous avons eu des exemples très dramatiques. Un exemple que j'aime souvent à raconter, qui est dramatique, mais qui constitue aujourd'hui un peu le symbole de mon ministère et qui me motive dans ce que je fais au quotidien. Une équipe de vos collègues de l'APS avait fait un reportage dans la zone du Ferlo il y a quelques mois en arrière, où ils avaient rencontré une communauté et une jeune fillette de 12 ans qui s'appelle Oleldia, qui rêvait d'être médecin, qui vous l'avez vu, qui a perdu la vie parce qu'elle allait chercher de l'eau avec sa famille. Et lorsque cette histoire m'a été racontée, j'en ai vraiment fait le symbole de mon ministère et j'ai dit à tous mes collègues, mes collaborateurs et à tout le monde qu'on ne devrait plus vivre ce genre de phénomène et ce genre de drame dans notre pays. Et Olel devrait être aujourd'hui l'écho, parce que ça signifie écho en poulard, qui devrait nous permettre de guider nos actions, notre vision, et de faire en sorte de régler définitivement cette question de l'accès à l'eau potable dans notre pays. Donc évidemment, il y a la question de l'accès, c'est pourquoi il faut sécuriser l'accès à l'eau, mais également une eau à un coût raisonnable. Et toute la stratégie du gouvernement avec ces grands transferts d'eau, les autoroutes de l'eau, c'est de permettre de mettre une quantité suffisamment importante pour pouvoir jouer sur les coûts, puisqu'on sait que l'offre et la demande peuvent avoir une incidence sur le prix. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de sécheresse hydrique qui s'annoncent dans la plupart des zones du pays. Mais lorsqu'on aura fini ces grands transferts, ce grand projet de l'autoroute qui fera venir de l'eau du lac de Guerre vers Dakar, Thiès et Mbour, qui alimentera en eau potable Touba, mais également tous les autres transferts de Malem Odar vers le bassin arachidier, vers la zone de Bakel et également dans la zone sud, même avec un champ captant à Sédhiou. Dans les prochaines années, c'est tout cela qu'on fera pour que l'eau soit non seulement accessible, mais que le coût baisse. Et c'est ça, c'est une stratégie du gouvernement. Il y a aussi la question de l'équité. Aujourd'hui, on a l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Et malheureusement, ceux qui sont dans le monde rural ont plus de peine, quelquefois, que le monde urbain. Cela n'est pas aussi normal. Ça fait partie de nos stratégies de faire en sorte que le Sénégalais, partout où il est, il ne s'agit plus de Sénégalais rural ou urbain, mais qu'il ait accès à une eau à la même qualité, même quantité et au même coût. C'est ça. Vous envisagez aussi d'élaborer une nouvelle politique sectorielle selon les recommandations du référentiel Sénégal 2050. À quelles nouveautés, quels changements, les nouveautés qui devraient figurer dans ce nouveau document et qui devraient marquer le coup justement pour de nouvelles perspectives? Déjà l'approche dans l'élaboration. Nous sommes vraiment dans la phase d'une co-construction. On a l'approche Nexus dont j'ai parlé, vraiment l'eau, le secteur hydraulique et assainissement à l'entrecroisement de tous les autres secteurs. C'est de faire en sorte que tous les acteurs, quel que soit leur niveau, ils soient en mesure, et nous allons l'expérimenter à partir de jeudi jusqu'à samedi à Kaolack, tous auront la parole, tous auront la liberté et la faculté de venir donner leurs propositions, critiquer s'ils le veulent, mais apporter des contributions et des recommandations qui seront de toute manière prises en charge. Et aussitôt après, nous mettrons en place tout le dispositif institutionnel qui sera changé et refondé pour l'adapter avec un lame de fond de l'innovation, en lame de fond de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion. La dimension institutionnelle sera refondée de manière à ce qu'elle soit plus opérationnelle, plus efficace et qu'elle aille directement vers les besoins concrets des populations. Nous voulons vraiment changer le paradigme pour que quand il y a des problèmes, qu'on y aille tout de suite et qu'on arrive à résoudre le problème. Puisque quand il s'agit d'eau, on ne peut pas dire « ok, il y a un problème et on attendra quelques jours après ». Il s'agit d'une ressource vitale et c'est tout ce qui va sous-tendre cette nouvelle politique de l'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est carrément un paradigme qui va changer, mais c'est également faire en sorte que partout dans le pays où on aura des grands chantiers, que ce soit aussi le secteur privé national qui soit en pole position. Ça aussi, c'est une forte exigence des plus hautes autorités, de faire en sorte que nos grands projets qui seront lancés soient aussi un catalyseur et un moyen de rehausser et de renforcer les capacités de nos entreprises nationales, de façon à ce que dans les prochaines années, qu'elles gagnent aussi en capacité, qu'elles gagnent aussi en compétences et qu'elles puissent régler les problèmes du Sénégal et peut-être même s'aimer et aller dans la sous-région dans les années à venir. C'est ça. D'où le concept Pencho.
vous envisagez d'inclure tout le monde, que chacun ait son mot à dire justement dans l'élaboration de ces nouvelles visions. C'est cela, c'est ce jeu de mots que l'équipe de communication du ministère a fait. Pencho, on le sait en Wolof, mais c'est Pench et O, ça fait Pencho, et donner la possibilité de décloisonner l'espace, d'enlever l'approche par silo. On avait vu malheureusement que même dans un même ministère, les directions travaillaient chacune de son côté, ne se parlaient pas forcément. D'autres ministères ensemble ne se parlaient pas forcément sur la même ressource qu'elles ont en partage. Et aujourd'hui, notre objet, notre stratégie, c'est de décloisonner, de permettre un dialogue plus ouvert, plus inclusif et qui soit basé vraiment sur la recherche de l'efficacité en permanence. Et c'est cela, à ce prix-là, je pense qu'on peut aller vite parce qu'il y a des urgences en matière d'eau et d'assainissement. En 2030, nous arriverons aux objectifs de développement durable où tous les pays du monde devraient régler la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais si les choses restent telles qu'elles sont, aujourd'hui, les pays n'atteindront pas les objectifs de développement durable, le Sénégal y compris. C'est pourquoi nous voulons changer le paradigme, aller beaucoup plus vite, aller vraiment sur le terrain et à l'essentiel et trouver des mécanismes et des façons de faire qui soient vraiment différentes de ce qui a existé jusqu'ici. C'est ça. Monsieur le ministre, avant de terminer, quelles sont les dernières nouvelles sur la situation de ces zones touchées par les crues du fleuve Sénégal? Comment ça évolue? On rend grâce à Dieu. Toutes les zones ont été déjà maintenant libérées. Moi-même, lorsque je me suis rendu à Bakel, une semaine après mes collègues de l'intérieur et de la solidarité, il n'y avait quasiment plus d'eau dans les 5 villages parmi les plus touchés du département de Bakel, notamment Balou, Arundu, Yafera, dont on a beaucoup entendu parler, Koungani et Golomi. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour les saluer. J'ai trouvé une communauté extrêmement résiliente. Les Sénégalais très dignes, malgré les difficultés. Mais le fleuve avait déjà fini de se retirer. Et ces concitoyens ne m'ont pas parlé que des problèmes. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, avec vous, avec le gouvernement, nous voulons aller de l'avant. Nous voyons l'avenir déjà. Et ils m'ont parlé de leurs projets. Les projets, c'est plutôt que de laisser cette eau envahir les villages ou se jeter à la mer, parce qu'on perd malheureusement chaque année près de 13 milliards de mètres cubes d'eau douce qui se jettent à la mer. Comment récupérer cette eau pour réhabiliter les mares et les marigots de la zone de Bakel. C'est ce que nous allons démarrer incessamment pour les aider à pouvoir faire de l'agriculture et de la pêche. Mais cette eau également va servir les grands transferts d'eau et les autoroutes de l'eau que nous allons lancer pour irriguer le pays partout et pouvoir cultiver en hivernage comme en saison sèche et bâtir justement les conditions de la transformation structurelle et de la souveraineté alimentaire que tout le monde attend, qui est possible, mais que nous devrons travailler à faire tous ensemble. D'ailleurs, dans nos concertations, il y a aussi les médias. Il y aura un groupe qui travaillera sur la communication, comment parler aux Sénégalais, de quoi faut-il leur parler pour les motiver et pour les amener à être eux-mêmes des protagonistes et des acteurs qui n'attendront plus, mais qui viendront avec nous pour changer les choses. Et toutes les catégories d'acteurs seront représentées. Les syndicats, le secteur privé, la société civile, l'État. Le ministre que je suis sera sur place. Je serai un acteur parmi d'autres. C'est pour avoir un dialogue extrêmement franc, extrêmement ouvert et inclusif pour changer complètement d'échelle et de paradigme. Et pour rappel, les dates, c'est à partir du 21 au 23, de jeudi à samedi. À Kaolack. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'eau et de l'assainissement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Alors, on poursuit cette édition. Le directeur des affaires religieuses continue sa tournée dans les différents foyers religieux du pays. Les régions de Kaolack et Fatick ont accueilli la délégation de Dim Ousmane Dramé. L'employabilité des jeunes diplômés était au cœur des échanges. Baba Kandour. Quelle stratégie adopter pour donner davantage de possibilités d'insertion aux diplômés en langue arabe? La question a occupé les discussions entre le directeur des affaires religieuses et les autorités musulmanes et chrétiennes de la région de Kaolack. La concertation est le premier acte à poser. La seule porte qui reste ouverte aux diplômés en langue arabe, c'était l'enseignement. Il faut donc réfléchir sur d'autres solutions, d'autres pistes. Mais ce sera une réflexion d'ensemble. Tout le monde doit y participer. Tout le monde doit apporter sa contribution. Donc, c'est sur la base de ces contributions, des idées, qu'on pourra donc trouver des solutions par rapport à cette catégorie de Sénégalais qui mérite d'être soutenus, qui mérite d'être aidés. Le directeur a fait le tour des familles religieuses des régions naturelles du Saloum, du Rip et du Sine. Face aux dignitaires, il a présenté la direction et les objectifs qui ont motivé sa création
par l'État. Ces derniers ont salué la démarche avant de se féliciter de l'initiative qui va promouvoir le vivre ensemble. Et nous prenons maintenant la direction de Thiès pour contempler ces œuvres exposées dans les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Elles sont réalisées par 32 artistes qui invitent les visiteurs à venir découvrir ces expositions. Diary Bassirou Cissé. Des tapisseries murales d'une beauté époustouflante, des toiles magnifiques aux couleurs châtaignantes ont séduit les visiteurs de cette exposition. Cette offre a permis de promouvoir et de montrer le talent des jeunes artistes thiessois. Cette exposition offre aux manufactures de 2024 a pour objectif de faire éclore, mais aussi et surtout de faire naître le talent des artistes de Thiès, région où les MSAP sont implantés. Hommage a été rendu aux artistes Mamadou Wade et Lynn Bakoni Samb, première directrice technique des manufactures des arts décoratifs de Thiès. C'est des ambassadeurs du Sénégal. Ils parlent de notre patrimoine. Ils racontent l'histoire des hauts faits de notre pays à travers la peinture réalisée par les artistes sénégalais. Le directeur de l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès a profité de l'occasion pour inviter les autorités à achever les travaux du village des arts. Il y a le village des arts qui a vu le jour depuis cette année, mais voilà, qui a été bloqué, gardé, les bâtiments sont là, complètement délabrés, on ne l'utilise pas. Alors on aurait souhaité que quand même l'autorité fasse un geste pour l'ouvrir, terminer les travaux et donner ça aux artistes pour le bien-être de tous. Cette exposition offre de la Biennale 2024 est l'occasion de redonner aux manufactures des arts décoratifs de Thiès sa valeur culturelle, mais aussi de vulgariser la créativité et le savoir-faire des artistes de la région du Rail. L'Algérie a célébré le 70e anniversaire de son indépendance. Le musée des civilisations noires a abrité les festivités. Les représentants sénégalais et algériens ont échangé sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Bakary Dembassi. La République démocratique d'Algérie a célébré le 70e anniversaire de son indépendance. La communauté algérienne vivant au Sénégal s'est donné rendez-vous au musée des civilisations noires. Ce pays du Maghreb fait partie des géants du continent dans le domaine économique. Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, et conformément au programme politique et ses engagements pris durant son premier mandat, qui ont donné des résultats concluants. Le diplomate algérien est revenu sur la robustesse de la démocratie sénégalaise. En témoigne la dernière élection présidentielle, ainsi que les relations diplomatiques entre les deux nations. L'Algérie et le Sénégal, qui entretiennent des relations fraternelles et de longue date, s'emploient aujourd'hui à marquer par des actes concrets et significatifs la volonté des deux chefs d'État d'insuffler un nouvel élan aux échanges économiques commerciaux. La coopération sénégalo-algérienne est au beau fixe. Plusieurs réalisations en sont le signe. À titre d'exemple, l'on pourrait citer l'ouverture de la Banque algérienne à Dakar, le lancement d'une liaison maritime, le partenariat entre l'Institut national du pétrole et du gaz INPG du Sénégal et l'Institut algérien du pétrole dans la formation au métier du pétrole et du gaz. La fête nationale algérienne a été un moment de partage et de rappel de l'histoire de cette nation nord-africaine qui a durement combattu pour accéder à la souveraineté internationale. Et justement, l'actualité internationale nous mène au Brésil, en Tanzanie et en Somalie, où le chef du principal parti d'opposition, Abderrahmane Abdoulaye, déclare avoir remporté la présidentielle. Fatou Bintou Nour. En Somaliland, le leader de l'opposition, Abdirahmane Mohamed Abdillah, vient de remporter l'élection présidentielle. Plus connu sous le nom de Siro, il a battu largement le président sortant, Musbihi Abdi, selon le média Goro Online. L'homme de 68 ans a obtenu 64% des voix contre 35% face à son adversaire. Selon un nouveau bilan rendu public ce samedi par le Premier ministre tanzanien, 16 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble à Dar es Salaam. Par ailleurs, le nombre de personnes coincées dans les décombres reste inconnu.
Certaines victimes ont été enterrées lundi. Plus de 80 personnes ont été secourues de l'immeuble de 4 étages. Le conflit à Gaza s'invite au G20 en plein sommet. Des manifestants se regroupaient pour soutenir le peuple palestinien qui est en guerre. Ils ont brandi des banderoles et des drapeaux palestiniens pour appeler à un cessez-le-feu. Le président, Luiz Inácio Lula da Silva, les a accueillis au musée d'art de Rio de Janeiro lundi. Le Puma vient en aide aux sinistrés de Kidira, Moudiri, Diawara et Balou, touchés par la crue du fleuve Sénégal, en important lot de matériel pour soulager ces populations. La coordinatrice du programme s'engage à accompagner la relance des activités économiques dans ces zones impactées où nous retrouvons Turodien. Le Puma vient de renforcer l'action de l'État à Bakel en assistant les communautés impactées avec un important lot de matériel. 500 nattes, de 100 couvertures, de 600 cartons de savon, de 500 cartons d'eau de javel, de 500 cartons de savon liquide, de 1500 moustiquaires et de 20 tentes. Nous sommes convaincus que ce matériel permettra d'améliorer les conditions de vie dans les villages touchés par les inondations. Pour renforcer le dispositif de secours, une ambulance médicalisée a été mise à la disposition de l'équipe médicale pour les évacuations sanitaires. Alors, il faut se réjouir naturellement de ce don qui est d'une importance capitale et qui va contribuer à soulager largement les populations impactées. Cette réponse face à une situation d'urgence a été saluée par les populations bénéficiaires. Nous sommes là pour recevoir ce don extrêmement important dont les quantités sont suffisamment importantes pour la population de la commune de Balou et par ricochet, parce qu'elle m'avait demandé cela aussi, mes collègues maires qui sont impactés. Retenons ici que notre stratégie, dans ses grandes lignes, épousera les orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. La coordonnatrice du Puma s'engage à accompagner toutes les actions pour une relance de l'activité économique dans les zones impactées à Bakel, avec la réhabilitation de certaines infrastructures. Également dans l'actualité, les conclusions des observateurs africains sur les élections législatives de dimanche dernier. Ils ont salué le déroulement du scrutin dans le calme et la sérénité. Ces observateurs ont également émis des recommandations particulièrement sur le nombre de bulletins de vote d'Amsila. Les observateurs venus du monde entier pour superviser les élections législatives anticipées du 17 novembre dernier ont unanimement salué le bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 en République du Sénégal ont été libres, transparentes, équitables et crédibles. Ce scrutin a répondu aux normes internationales en matière d'organisation et déroulement des élections démocratiques. Les observateurs ont profité de l'occasion pour féliciter les différentes parties prenantes qui, en dépit des clivages au sein de la classe politique, ont respecté les règles du jeu démocratique. Il convient toutefois de noter le climat général de sécurité dans le pays, les efforts du gouvernement et des institutions en vue du succès de ces élections, la présence et le professionnalisme des agents des forces de sécurité dans tous les centres de vote visités, la présence des membres du bureau de vote, de même que les délégués de certains candidats et partis politiques. Le caractère transparent et consensuel observé dans la conduite des opérations de dépouillement. Ceci en présence des délégués des partis et des observateurs électoraux. Aucun incident majeur de nature à perturber de façon significative la sincérité du scrutin n'a été constatée par les observateurs de REI-CEDEAO. Pour une organisation plus optimale du scrutin, les observateurs ont fait quelques recommandations, surtout en ce qui concerne la conception des bulletins de vote. Nous proposons à l'État sénégalais d'explorer tous les moyens et pistes nécessaires pour organiser toutes les élections ensemble une seule fois afin de réduire financièrement les coûts. La mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains valide la crédibilité des élections législatives qui remplissent les normes internationales en matière d'organisation des élections.
quand bien même il y a certaines insuffisances sur lesquelles nous pouvons faire des recommandations, notamment en proposant aux autorités sénégalaises de pouvoir procéder à ce que nous appelons le vote électronique au regard du nombre élevé des listes que nous avions remarquées dans le bureau de vote. Les gens avaient des difficultés et passaient plus de temps à pouvoir voter, ce qui faisait que beaucoup s'impatientaient. Les élections législatives anticipées du 17 novembre dernier s'est globalement bien déroulées, selon les observateurs. Un scrutin qui a reflété une fois de plus la maturité démocratique du peuple sénégalais au regard du monde entier. Les Lions du Sénégal terminent les éliminatoires de la CAN 2025 en beauté. Ils ont battu dans la dernière journée les Hirondelles du Burundi sur le score de 2-0. 2 buts de Habib Diarra qui confirme sa forme du moment. Le Sénégal termine donc avec 5 victoires et un match nul. Les temps forts, c'est avec Moussa Mané. Standing ovation pour Habib Diarra. Il a été l'artisan de la victoire des Lions du Sénégal face aux Hirondelles du Burundi. Avec ses 2 buts dans cette dernière journée des éliminatoires CAN 2025, il confirme encore après avoir marqué face au Burkina Faso. Il permet ainsi aux Lions du Sénégal de terminer en beauté dans cette compétition. Titulaire au poste de milieu polyvalent dans cette rencontre, il s'est beaucoup signalé dans le jeu où il était en parfaite entente avec Iliman Ndiaye. Ce dernier lui offre une passe en or dans la défense burundaise et d'un geste limpide, il ouvre le score. Nous sommes à la 34e minute de jeu. Sénégal. Ah, magnifique, quel but, superbe action. Allez, là on revoit la petite passe d'Iliman Ndiaye et la pichenette un peu à la Léo Messi. On aurait aimé voir. Il fait exploser ainsi la défense burundaise qui, dès le début de la rencontre, jouait très bas mais aussi regroupée. Malgré quelques assauts des attaquants des Lions, le score n'a pas évolué jusqu'à la pause. 1-0. De retour des vestiaires, c'est encore sur le flanc droit qu'il se signale, avec des remontées de Crépin Diatta. Bien décalé sur la droite, il répète sans gêne le geste d'un attaquant de classe. Le petit piqué pour Habib Diarra qui fait se lever. 2-0. Habib Diarra marque ainsi son 3e but en 2 matchs. Il va céder sa place à la 69e minute devant un public du stade Maître Abdoulaye Wade conquis. Malgré une domination des Lions en toute fin de match, le score reste inchangé. 2-0, mission accomplie pour le coach Pape Thiaw qui a pris les rênes de l'équipe en pleine compétition. Et bien entendu, les Lions du Sénégal sont très satisfaits de leur performance de ce soir et nous vous proposons justement d'écouter quelques réactions, celle de Lamine Camara et du buteur du jour, Habib Diarra. Habib Diarra, vous êtes auteur d'un doublé ce soir, après le but du match à Lincoln Lake. Alors aujourd'hui, dites-nous un peu vos impressions après avoir marqué 3 buts en cette sélection. Non, après, je pense que c'est une concrétisation parce que depuis que je suis arrivé, je pense que je me suis bien intégré avec le groupe et les joueurs m'ont très bien accueilli. Et franchement, je peux que être fier de l'équipe parce que c'est grâce à l'équipe que je mets les 2 buts. Le match n'allait pas être facile parce que c'est une équipe qui, on savait qu'ils allaient nous causer des problèmes. Mais bon, on s'est basé sur nos arguments et on a fait ce qu'il fallait pour emporter ces 3 points. C'est que c'est important pour nous pour aller à la CAN. Alors, vous allez à la CAN, mais c'est dans 1 an. Et avant ça, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, il y en a, forcément. On est conscient. Mais bon, avant ça, il faut d'abord se qualifier sur les bonnes manières et je pense qu'on l'a fait. On est premier sur notre poule et voilà, je pense qu'on a fait le boulot et que j'espère qu'ils sont contents, le public. Et voilà, maintenant il reste les qualifications de la Coupe du Monde et on va essayer de se concentrer sur ça et essayer de se qualifier aussi. Et voilà, on se quitte sur ces notes joyeuses, ces notes de victoire du Sénégal ce soir face au Burundi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Dans quelques instants, le journal en Wolof qui vous sera présenté par Kaltom Gaylay. Merci.